يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Chers téléspectateurs, fidèles des rendez-vous économiques d'Al24 News, bienvenue au Pro de l'écho. Ce soir, nous allons aborder une question cruciale pour le maillon le plus important dans la chaîne économique mondiale. Il s'agit de l'entreprise et de la transformation digitale, un chemin qu'elle semble devoir emprunter selon plusieurs experts, car à les en croire, cela dépend de leur pérennité face aux nombreuses transformations systémiques, juridiques mais aussi organiques dont elles font face et qui pourraient conditionner leur avenir et par ricochet l'avenir de l'économie mondiale. Digitalisation des entreprises, mode d'emploi, comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Et pour parler transformation digitale des entreprises, ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir depuis Rome Leila Nawalchentou. Vous êtes professeur à la Swiss School of Management, entre autres, j'imagine. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Depuis Marseille, nous rejoint Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Bonsoir à vous également, Nazim. Bonsoir à vos invités et merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et pour m'accompagner sur le plateau des pros de l'écho, j'ai le grand plaisir également d'accueillir Ali Kahlan. Vous êtes expert en transformation numérique, vice-président du think tank CARE et ancien enseignant à l'école militaire polytechnique. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Kahlan. Merci à vous et bienvenue aux invités qui sont de loin. Merci monsieur Kahlan. Alors, transformation numérique, digitale des entreprises, qu'est-ce que c'est? Réponse, avant-goût, avant le débat, dans ce sujet signé par la rédaction des pros de l'écho. Entre taylorisme, fordisme ou keynésianisme, l'entreprise au sens classique a fait du chemin de par l'histoire de l'économie avant d'atteindre la forme que l'on croyait la plus aboutie. Mais ça, c'était avant l'apparition d'Internet, des nouvelles technologies et du concept de la digitalisation. En avril 2022, le cap des 5 milliards d'utilisateurs d'Internet dans le monde a été atteint. Cela signifie qu'aujourd'hui, plus de 6 personnes sur 10 surfent sur le web dans le monde. Du point de vue d'une entreprise, la transition digitale se caractérise par l'intégration de solutions numériques dans ses activités, modifiant ainsi son mode de fonctionnement en créant de nouveaux processus commerciaux. Une idée qui a le vent en poupe depuis quelques années déjà. Le raisonnement est simple. Face aux changements imposés par la transformation numérique et le progrès technologique, les entreprises tendent à engager une mue digitale sur tout ou partie de la chaîne de valeur. Elle peut prendre plusieurs formes, services, structures, offres ou modèle économique intégral. 2023, une année difficile pour les entreprises en raison de la pression inflationniste, des obstacles de la chaîne de valeur d'approvisionnement et de la baisse de la confiance des consommateurs. Face à ces défis, les entités économiques ont tendance à changer leur position d'une forte croissance à l'optimisation des opérations et à l'économie des ressources. Une transformation digitale réussie les aiderait en quelque sorte à atteindre leurs objectifs et à obtenir un avantage supplémentaire face à une concurrence féroce. Le numérique est désormais partout, y compris dans la finance. Les moyens de paiement sont dématérialisés. Le contrôle de l'économie passe par des centres d'intérêt de plus en plus systématisés et invisibles. Mais qu'en disent les experts? D'après le cabinet Gartner en 2023, 60% des grandes sociétés se transformeront en entreprises composables, c'est-à-dire entreprises agiles et taillées pour une adaptabilité en temps réel, une résilience face à l'incertitude. Et celles qui adopteront cette approche dépasseront leurs concurrents de 80% en termes de vitesse de mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités. Alors, les entreprises réalisent l'importance de la transformation digitale, de la formation jusqu'à l'organisation de l'activité. Tous les secteurs et collaborateurs sont affectés. Les PME et les ETI, tout comme les grands comptes, font face à des marchés de plus en plus concurrentiels et il est nécessaire pour eux de s'adapter à cette nouvelle donne.
L'autre volet qui pousse les entreprises à tenter l'expérience de la transformation digitale est celui de la maîtrise de l'information et de la propriété intellectuelle face à l'accroissement des risques cyber. Le front de la bataille économique se déplace et impose aux entreprises davantage de process digitalisés pour protéger ce qu'elles ont de plus précieux. La digitalisation des entreprises est en pleine accélération. Depuis 2022, la crise du Covid a été un catalyseur dans le monde entier. En plus d'être un accélérateur de performance, la digitalisation semble également être un accélérateur de croissance, notamment dans le secteur du commerce, de par les nouveaux débouchés qu'elle permet. Allez, sans plus tarder, entamons de suite ce débat avec un point de pédagogie, si vous le voulez bien. Madame Chentouf, qu'est-ce que la transformation digitale des entreprises ? Merci tout d'abord pour votre question. Le sujet est très important. La digitalisation, avant même de rentrer dans le vif du sujet, est un enjeu économique très important pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, comme vous venez de le dire, pour les grandes, les moyennes et les petites entreprises. En mots très simples, la digitalisation consiste en l'intégration du numérique dans toutes les facettes que compose l'entreprise, allant du rapport avec le fournisseur à la relation qu'entretient l'entreprise avec sa clientèle sur le marché, en passant bien entendu par les fonctions traditionnelles qu'on connaît, qui sont assurées par les équipes d'une entreprise, à savoir le marketing, la logistique, la gestion des ressources humaines et la communication. Donc, comme ça a été dit dans votre reportage, la digitalisation est un vrai facteur de croissance et de développement économique. D'ailleurs, la compétition entre les grands groupes sur la scène internationale se fait autour de la technologie et de l'innovation. Mais je voudrais rajouter une autre chose qu'on avait découvert avec la dernière crise qu'on avait affrontée ensemble, à savoir la crise du Covid-19. On avait découvert avec cette crise que la digitalisation était aussi un facteur de résilience. Effectivement, toutes les entreprises qui avaient investi massivement dans la digitalisation avant le Covid-19 avaient la possibilité de gérer cette période complexe, critique que nous avons traversée tous ensemble, avec moins de difficultés, avec un peu plus de souplesse et de flexibilité. Pourquoi ? Parce que le digital avait permis à ces entreprises de proposer, par exemple, le smart working pour les employés, aussi à garder la communication avec les fournisseurs et les consommateurs sur le marché, une situation qui était complètement différente pour les entreprises qui avaient investi, si on peut dire, un peu timidement dans la digitalisation avant le Covid-19. C'était beaucoup plus complexe pour ces entreprises-là, pas uniquement pour une question liée au matériel technologique, mais beaucoup plus à une question liée à la culture digitale que les employés doivent avoir dans une entreprise et qui est, de mon point de vue, primordiale. Très bien, Madame Chentouf. Donc, tout le monde semble d'accord pour dire que la Covid-19 a été un vrai catalyseur pour la digitalisation des entreprises. Alors, Nazim Sini, justement, qu'est-ce qui pourrait, mis à part la crise Covid-19, justifier qu'une entreprise fasse le choix justement de se digitaliser? Est-ce que cela induira forcément pour son activité, son cœur de métier, des changements majeurs? Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, il faudrait rappeler aux téléspectateurs qu'il faut faire une distinction entre la numérisation et la digitalisation. La digitalisation est un processus de transformation de l'entreprise qui utilise des outils numériques. Donc ça, c'est très important d'apporter cette nuance pour que l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi des téléspectateurs comprennent. Alors, je vais vous dire, vous savez, aujourd'hui, les acteurs économiques, notamment les entreprises qui composent le maillon de la chaîne de valeur, n'ont d'autre choix que de s'adapter aux changements qui touchent l'économie mondiale. D'abord, elles doivent rester compétitives. C'est-à-dire qu'effectivement, leur raison d'exister même, c'est d'être compétitive et c'est d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents. Et aujourd'hui, cet avantage concurrentiel se joue essentiellement sur l'innovation, la R&D et l'apport en nouvelles technologies. Oui. Et aussi, il faut savoir que la révolution digitale que nous vivons, c'est un train à grande vitesse qui est en train de marquer des arrêts. Et l'idéal pour les entreprises, c'est de pouvoir monter, de trouver une place dans le wagon, pour vous schématiser un peu l'idée. Et si vous ne montez pas à travers ce wagon, vous allez rester sur le quai. Et là, vous allez être dépassé, comme ça a été le cas d'entreprises, de multinationales que nous avons connues il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui ont raté ce virage numérique et qui aujourd'hui soit ont disparu, soit ont de très faibles parts de marché. Et aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui,
une entreprise est dans le devoir de se digitaliser parce qu'on vit aussi une transformation organisationnelle, plus que technologique. Vous le voyez, aujourd'hui, nous avons un management qui n'est plus transversal. Enfin plutôt qui n'est plus vertical, pardon, mais qui est plutôt transversal. Vous avez aussi des entreprises qui ont changé de forme. Vous n'avez plus besoin de bureaux, vous n'avez plus besoin d'outils de production, vous avez uniquement besoin pour créer une entreprise d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Il y a même certaines entreprises qui n'ont même plus besoin d'employés. Et je vais même aller plus loin dans un futur plus ou moins proche, on n'aura peut-être même plus besoin de dirigeants face à l'essor de l'intelligence artificielle. Oui. Pour l'anecdote, vous savez qu'en Chine, une intelligence artificielle a été nommée pour la première fois CIO, donc PDG d'une entreprise. Oui. C'est pour vous dire un peu le monde vers lequel on se dirige et qui affecte l'ensemble des pans de notre économie. Et puis aussi, il faut rappeler également, c'est très important, que la digitalisation permet de réduire les coûts, permet d'améliorer les process, permet de transformer l'approche métier de centaines de millions d'entreprises, et c'est une révolution presque inévitable et j'allais dire aussi qui est nécessaire pour la survie des entreprises. Très bien Nazim Sini, donc on l'a compris, peut-être la digitalisation sera l'avenir de l'entreprise, même si cela peut-être, selon certains experts, risquerait de créer davantage de chômage. Et Ali Kahlan, je me tourne vers vous présent. Alors, d'après ce que l'on vient d'entendre de nos deux experts, est-ce que la digitalisation des entreprises, c'est avant tout une question de technologie ? C'est aussi une question de technologie, mais pas que, bien entendu. La technologie est là pour aider, pour mettre en place la transformation digitale au numérique, selon la définition qui a été donnée par notre ami. Oui. En fait, je suis tenté de rappeler quelque chose qu'à l'époque, je citais régulièrement à mes élèves, à mes étudiants, concernant l'utilisation de l'outil informatique. C'est que lorsque vous avez un ordinateur, vous l'utilisez, donc vous lui donnez des données qu'il est supposé traiter. Et en fait, si vous rentrez des données qui ne sont pas faites pour être prises en charge par l'ordinateur, on obtient quelque chose qu'on appelle, nous, dans notre jargon, je suis sûr que mes amis qui sont loin de nous le comprendront, c'est le FIFO, First In, First Out. Nous, on a remplacé ça par GIGO, Garbage In, Garbage Out. C'est-à-dire, si vous mettez des données qui ne sont pas prêtes, c'est-à-dire, autrement dit, si vous avez une entreprise qui n'est pas prête pour être prise en charge dans sa transformation numérique ou digitale, vous allez tout simplement obtenir quelque chose qui est aussi désordonné en sortie. Et qui ira forcément en sortie à la poubelle, entre guillemets. Donc, en fait, une transformation doit commencer d'abord au niveau de l'entreprise, au niveau de son organisation, au niveau de sa façon de fonctionner, sa culture. Il y a le personnel, bien entendu. Il y a le leadership, il est très, très important. Vous ne pouvez absolument pas démarrer une transformation numérique ou une transition numérique selon la taille et l'importance et la préparation de l'entreprise si vous n'avez pas fait auparavant, en amont, un travail de préparation au niveau le plus bas jusqu'au plus haut. Et il faudrait que... Pourquoi le leadership ? Parce qu'en fait, si le leadership n'est pas convaincu, si le leadership n'est pas là pour que tout le monde comprenne qu'en fait c'est indispensable, en fait on va nulle part. Je prends l'exemple, évidemment l'exemple classique, moi j'appelle ça la pente facile, c'est les États-Unis bien entendu, c'est l'exemple. En 2019, il y a une étude MIT et Capgemini qui a montré que les entreprises en moyenne, les entreprises qui utilisent réellement la transformation numérique dans son acception la plus logique, sont au-delà 26% plus performants que ceux qui le font d'une manière automatique. C'est-à-dire, ils achètent un ERP, ils l'installent parce qu'ils doivent le faire, parce qu'ils doivent payer, parce que ceci, cela. Et pour la même occasion, il y a une étude également, à ce moment-là, c'est la Banque mondiale, qui montre qu'en fait, quand on est dans l'économie numérique, on arrive à avoir 15,5% de points de PIB. Pour la documentation, pour l'information, en Algérie actuellement, on avoisine les 5%. En fait, chez nous, le PIB économie numérique, disons, il est surtout tiré par les télécoms. Donc nous avons pratiquement quelque chose comme 80 à 90% qui sont tirés par les télécoms. Donc en fait,
La technologie, bien entendu, est indispensable parce que sinon on va nulle part, mais c'est pas elle qui doit justifier ou dériver ou conduire ce qui va arriver après dans la transformation. Elle doit impulser dans un premier temps, puis aux entreprises justement de s'adapter. Il y a une préparation à faire. Oui. Il y a une préparation classique. Hein. Si on n'a jamais fait ça, il faut une stratégie, il faut un plan directeur, il faut se préparer. Ensuite, il va y avoir un travail de fond. Hein. On va peut-être en parler tout à l'heure pour prendre en charge tout ce qui est résistance au changement et autres. Ça se fait pas en claquement de doigts. Bon, il se trouve et votre VTR l'a très bien montré et nos collègues en ont parlé. Il se trouve qu'on a eu quelque chose de fantastique ces dernières années. On a eu un accélérateur merveilleux qui est le Covid. Ça a permis de changer complètement la consommation et la façon de prendre en charge ce type de choses. Et la technologie, justement, s'est découverte une autre utilité. Et je parle des Algériens ou dans le monde, hein, de toute façon c'est pareil. Je parle des Algériens en particulier parce que j'étais là pendant le Covid, ont tout simplement découvert que le smartphone n'était pas uniquement quelque chose qui servait à communiquer sur les réseaux sociaux. Oui, du coup, le fait que tout le monde a été mis en confinement chez soi, du coup les gens travaillaient à partir de chez eux. Et bien entendu, la plupart des Algériens n'ont pas la chance d'avoir un laptop et travaillent avec leur smartphone. Donc ça a changé la façon de consommer, la façon de s'organiser. Et la rentrée qui s'est effectuée à partir de 2021-2022, elle s'est faite d'une autre façon. Moi, personnellement, j'ai vécu ça au niveau d'une institution. Les gens, quand ils ont commencé à venir, d'abord, ils me regardaient autrement, parce que bon, j'étais un peu l'homme du numérique, hein. Oui. Ils me regardaient autrement. Je voyais dans leurs yeux une étincelle. Ils me posaient des questions, alors qu'avant, ils m'évitaient complètement. Et on sentait que le mail, ils y allaient beaucoup plus facilement. Et ils parlaient de Zoom et autres. Donc, la culture est très importante. Il faut absolument travailler sur la culture. Et bien entendu, le marchepied idéal, c'est ce qui s'est passé dernièrement, donc le Covid. Et puis, en fait, il faut vraiment prendre tout ce qui est donné pour qu'on puisse vraiment profiter de la numérisation. Très bien, donc quelque chose, malheur est bon, comme on dit, concernant la Covid-19. Madame Chentouf, je reviens vers vous justement. Alors, comment faire pour digitaliser une entreprise dans le monde réel de tous les jours? Quelles sont les procédures, étapes à suivre et quels sont les avantages d'une telle opération pour une entreprise lambda? Les avantages sont très importants d'un point de vue économique, d'un point de vue innovation, recherche et développement, avantages compétitifs et concurrentiels sur le marché. Je voudrais juste commencer parce que votre invité sur le plateau avait mentionné auparavant, effectivement, il y a eu la période avant le Covid et après le Covid. Le Covid a changé non seulement le mode de fonctionnement des entreprises, mais il a changé aussi les pratiques de consommation. C'est-à-dire qu'on est devenu beaucoup plus numérisé, si on peut dire, ou beaucoup plus digital dans notre consommation. Il y a des institutions pendant le Covid qui avaient proposé des offres virtuelles parce qu'on était en situation de lockdown, mais qui ont compris après une analyse de marché qu'il était nécessaire de maintenir ce type d'offre aussi après la période du Covid. C'est-à-dire qu'ils ont opté pour ce qu'on appelle une offre hybride après la période du Covid. Tout ça pour dire que la technologie fait partie de notre vie aujourd'hui. Ça sera le cas aussi dans le futur, raison pour laquelle il faut se préparer aujourd'hui pour rester dans la course et la compétition à l'innovation, faire partie ou avoir une position assez stratégique sur la scène internationale. Concernant les avantages concrets en termes de position économique pour les entreprises, la technologie ou le digital permet à l'entreprise de réaliser des gains de productivité aussi très importants, permet aussi à l'entreprise de rationaliser des coûts. Si on prend par exemple l'aspect de communication, les entreprises avant l'arrivée du digital investissaient beaucoup, dépensaient beaucoup en matière de communication. Aujourd'hui, il est possible de communiquer rapidement et le faire globalement. Vous pouvez partager un message aujourd'hui de l'Algérie, de Singapour, de New York. Vous pouvez le partager avec le consommateur global, sur le marché global. Il est aussi nécessaire de citer ou de mentionner l'apport de la technologie ou du digital dans le monde de gestion des ressources humaines. Ça a complètement bouleversé cette pratique. Les entreprises avaient toujours des difficultés à
dans le processus de sélection et de recrutement à accéder à l'information qui concernait les soft skills. Vous avez la possibilité d'avoir l'information sur les compétences d'un candidat ou un futur collaborateur concernant les hard skills, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est possible d'utiliser quelques logiciels pour pouvoir accéder à ce type d'informations. Donc, c'est un apport très important, positif, qui permet à l'entreprise de gagner en compétitivité, aussi de consolider sa position sur le marché. Concernant les steps à suivre pour une entreprise qui souhaiterait devenir digital, avoir une identité totalement digitale sur le marché. Les étapes, on les connaît tous, à commencer par l'état des lieux, la modélisation du processus de production et de gestion, définir une stratégie globale pour l'entreprise, digitaliser toutes ces étapes et puis après arriver à ce qu'on appelle l'évaluation et l'ajustement en fonction de feedback des employés et aussi de la situation économique de l'entreprise. Je souhaiterais mentionner un élément qui me paraît essentiel. Moi, de mon point de vue, la complexité, elle n'est pas tant liée aux étapes de digitalisation pour l'entreprise. Moi, je pense que la complexité, elle est ailleurs. Et il est important pour l'entreprise de donner du sens. Comme disait votre invité sur le plateau, il est important d'expliquer, de faire un peu de pédagogie, de la communication pour faire adhérer tous les partenaires de l'entreprise, pour limiter aussi les incompréhensions et la résistance. Très bien, Madame Chentouf. Nazim Sini, alors après la théorie, êtes-vous prêt à extrapoler un peu, Nazim Sini? Oui, bien sûr. Très bien, alors parmi les nombreuses entreprises mondiales qui ont déjà suivi cette voie de la transformation digitale, j'en ai sélectionné 2, à titre d'exemple. SEAT, d'une part, BMW, d'autre part. Pourquoi le secteur automobile tente à la digitalisation de ses services bien avant les autres secteurs? Écoutez, tout simplement parce que l'automobile, il faut rappeler, de par son passé glorieux et aussi l'importance qu'il occupe dans notre économie moderne, il faut rappeler que ça reste comme le premier outil de mobilité à travers le monde. C'est aussi celui qui a amené le véritable progrès technique au XXe siècle. D'ailleurs, même fin 19e, début 20e, c'est naturellement le premier secteur qui a entamé sa mue et sa transformation digitale. Parce que le secteur automobile, d'abord, c'est un secteur, il faut le rappeler, qui est ultra concurrentiel. Aujourd'hui, la plupart des constructeurs se livrent une bataille, mais sans commune mesure. C'est une véritable guerre commerciale qu'ils se livrent entre elles, parfois même en se cannibalisant mutuellement, parce que vous savez que certains constructeurs possèdent plusieurs marques annexes. Et aujourd'hui, l'élément qui puisse faire émerger une marque par rapport à son concurrent, c'est le numérique, c'est le digital, c'est la technologie. Et c'est pour ça que des marques comme SEAT et BMW ont très tôt compris l'enjeu commercial, l'enjeu technologique, mais aussi en termes de process, que ce soit un process de production ou même de process commercial, ou comme je le disais précédemment, d'approche métier, ont compris véritablement l'enjeu qu'il y avait à entamer ce virage numérique. D'abord pour leur survie face à un monde qui est en pleine mutation, et vous le savez très bien, aujourd'hui, le secteur de l'automobile est en train de se poser des questions. Il est en train de vivre sa plus grande bascule industrielle depuis la naissance de la voiture, à savoir le passage du moteur thermique vers le moteur électrique. Et cet accompagnement, ce changement, j'allais dire ce pivot qu'ils doivent, enfin du moins cette volonté de pivoter d'un modèle économique vers un autre, doit se faire à travers le numérique. Et ces deux entreprises que vous avez citées sont souvent considérées comme des modèles dans leur transformation numérique, puisque l'ensemble de leurs collaborateurs ont d'abord suivi une formation, on les a accompagnés, c'est pour ça ce qu'ont dit vos invités a complètement du sens, parce que en fait aujourd'hui la plus grande résistance dans la transformation numérique, elle émane de l'intérieur de l'entreprise, puisque certains ne sont pas forcément à l'aise avec la technologie, certains refusent aussi à ce qu'on touche à leur méthode de travail, certains aussi ne comprennent pas les changements qu'ils sont en train de subir, pour des raisons culturelles, pour des questions de génération également. Et aujourd'hui, les constructeurs automobiles sont au centre de cette transformation digitale, puisque, je vous l'ai dit, aujourd'hui, elles sont confrontées à une concurrence extrêmement rude, et il en va de leur survie dans ce secteur-là, justement, ultra concurrentiel.
Oui, Nazim Sini, vous n'avez qu'à comparer l'habitacle d'une automobile d'il y a 30 ans avec une automobile année 2023 pour constater tout le sens que prend justement cette transformation digitale au niveau des produits également. Ali Kahlan, quel est le moteur justement de la digitalisation d'entreprises en somme et en conclusion? Est-ce que cette opération ne porterait-elle pas déjà un nom, la start-up? J'aime bien la transition, on parle d'automobile et de BMW et de Seat, et puis on parle de moteur de la transformation numérique. Moi, je suis un peu mal à l'aise, parce qu'on est, malgré tout, on est en Algérie, oui. Bien que la chaîne soit internationale, et on a une visibilité internationale, forcément. Les références que j'ai et dans lesquelles je suis le plus à l'aise, bien entendu, c'est les références algériennes. Allez-y. Et quand on parle de transformation digitale ou numérique, bon, forcément, je veux parler des références algériennes. Or, nous, pour le moment, la voiture, la robotique, l'intelligence artificielle utilisée dans l'automatisation, je pense qu'on n'y est pas vraiment encore. Donc, nous ne sommes qu'au début du chemin, voilà. Disons. Donc, de ce côté-là, si vous voulez, mes références sont peut-être un peu limitées. Je peux en parler, bien entendu. Je suis connecté comme tout le monde. Oui. Ça pose aucun problème. Mais il faut être factuel. Alors, en ce qui concerne votre question, il est évident que la start-up en a besoin, encore plus que tous les autres, parce que normalement, elle est, par essence, elle vient du numérique, ou elle utilise le numérique un peu plus que les autres. Donc forcément, on serait tenté de dire que toute start-up devrait avoir, soit elle a déjà réglé sa transformation numérique, soit c'est une question de pratiquement, disons, automatique, qui ne poserait pas de problème. Par contre, la transformation numérique, on en a besoin à tous les niveaux. Toutes les entreprises en ont besoin et elles doivent toutes passer par le même processus, comme l'a dit la professeure, donc qui est Madame Chentouf, oui. Madame Chentouf. Il est évident que cette procédure doit être appliquée par tout le monde. On ne peut pas juste décider d'être tout d'un coup numérisé, bien que j'aime pas tellement ce terme-là, disons, ayant déjà fait notre transformation numérique, juste par décision ou par décret. On doit passer par certaines étapes, on doit faire une étude, on doit réfléchir, on doit préparer, etc. Donc, c'est quelque chose qui doit être bien pris en charge. Ça doit émaner d'une réflexion, donc. Absolument. Les startups, ce ne sont pas les seuls qui ont besoin d'une transformation numérique. Il est bien évident qu'ils doivent en avoir, mais c'est pas les seuls. Toute entreprise doit passer par cette étape-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce qu'en fait, tout a été dit concernant la préparation à la transformation. Mais justement, qu'une émanation peut-être de cette transformation digitale des entreprises, mais qui peu à peu... En fait, le grand avantage d'initier une transformation, c'est que, du coup, on permet à plein d'opportunités d'arriver. Donc, on a d'abord l'éducation et la formation, éventuellement du personnel ou des cadres dirigeants. On a la possibilité d'ouvrir la porte à l'innovation. Ça peut être une innovation intra-entreprise ou l'innovation autour de l'entreprise. Oui. Donc ça, on peut même réfléchir, et de plus en plus, certaines startups sont un peu dans ce mode. Des startups qui sont créées au niveau de l'université à travers des incubateurs. Oui. D'ailleurs, actuellement, il y a une campagne qui a été lancée, un diplôme, une start-up. Justement, avec ce type d'idée, donc des incubateurs au niveau d'université, des incubateurs au niveau de certaines entreprises privées, mais également des institutions pour faire des intrapreneurs. Donc, tout simplement des employés qui peuvent se transformer en fait en promoteurs de start-up en s'aidant de l'environnement, de l'entreprise ou de l'institution. Je prends l'exemple, par exemple, du ministère des Transports, qui, c'est une coïncidence extraordinaire, qui, au moment où le Covid arrivait, il était en train de réfléchir pour lancer justement une expérience d'intrapreneur. Et cette expérience a pu être lancée et a pu être incubée et maturée pendant toute la période justement du Covid, ce qui a permis qu'une fois que le Covid était passé, ça a permis donc à des start-upers, qui étaient en fait des salariés, qui étaient des gens, des fonctionnaires, je dirais même, parce qu'ils sont dans une institution, de leur permettre d'avoir des idées donc de start-upers, d'avoir des idées d'innovation à partir d'une institution. Ce qui, il y a quelques années, on le rêvait à peine, quoi. Enfin, nous, les professionnels, on se disait, si on pouvait faire comme les États-Unis, si on peut faire comme la Suède. En fait,
encore une fois, le Covid, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, à toute chose malheur est bon, quoi. Le Covid nous a permis quand même de faire des choses auxquelles on pouvait même pas penser auparavant. Donc tout ça, c'est l'opportunité, l'innovation, cette capacité, cette possibilité de pouvoir lancer des choses et penser que tout est possible. Sans oublier, et là je profite pour en parler, sans oublier que de ce côté-là, le gouvernement a fait des choses extraordinaires. Et là, à partir justement à la fin du Covid, en 2020, il a créé quand même 3 ministères qui s'occupaient de tout cela. Donc il y a le ministère des startups qui a été créé, le ministère de l'économie de la connaissance et de l'incubateur, le ministère de la des ministères délégués, ministère donc délégués de micro-entreprises. Et en fait, actuellement, nous avons un seul gros ministère qui est le ministère de l'économie de la connaissance. Des startups et de la micro-entreprise. Et donc voilà, et tout ça fait que, d'ailleurs, il y a un travail au niveau de la législation. Vous savez, et ça j'en profite pour le dire, vous savez que quand il s'agit de déchets ou d'échecs de la transformation numérique dans un pays, c'est que très souvent, il faut aller voir du côté de la législation. Oui. C'est qu'au niveau de la législation, les choses n'ont pas été faites comme il faut, ou elles n'ont pas été mûrement réfléchies au plus haut niveau, ou tout simplement elles ont été mal appliquées ou pas appliquées du tout, ce qui fait que la transformation numérique n'a pas marché. Parce que il faut des guides, il faut des drivers, il faut des moteurs pour tirer ce type de changement. Il peut pas se faire uniquement, comme j'ai dit tout à l'heure, en disant voilà, on peut le faire. Et les guides, il faut que ça soit le plus haut niveau. Et le meilleur des guides, justement, c'est un ministère. Oui. Malgré tout ce qu'on peut penser. Et surtout, factuellement, le ministère que nous avons actuellement, c'est pas pour lui jeter des fleurs, hein, c'est tout simplement, on a profité d'une conjoncture qui est là, et on en parle depuis tout à l'heure, en train de faire des choses extraordinaires. Par exemple, il y a le statut de l'auto-entrepreneur. Qui vient tout juste d'entrer en vigueur. Exactement. Ça, c'était aussi un rêve. Oui. C'était un rêve. Et ça, c'est le meilleur moteur qu'on puisse avoir pour justement, pas uniquement les startups. Les startups, très certainement, ça leur permet d'accélérer, d'aller plus vite et de passer certains caps, de pouvoir peut-être labelliser plus rapidement, de passer par les incubateurs, etc. Mais surtout, le type de personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, les fonctionnaires, les salariés, qui, sans lâcher la fonction qu'ils ont, sans lâcher le salaire qu'ils ont, pouvoir se lancer dans une aventure de start-up et ici ont idée. Parce qu'ils ont le statut entrepreneur, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de petites choses autour qui font que maintenant les choses sont plus faciles qu'il y a quelques années. Et il y a beaucoup de travail qui est effectué au niveau des boîtes à idées et des boîtes à outils, comme le think tank CARE auquel vous appartenez, qui mériterait également d'être souligné. Alors, Madame Chentouf, je me tourne vers vous pour une dernière question avant de passer à Nazim Sini. Alors, lorsqu'on parle de transformation digitale des entreprises, quels sont les leviers de croissance? Quels seraient les niveaux de rentabilité? Et est-ce que cela signifie forcément des investissements à venir? Je confirme, la digitalisation de l'entreprise est un vrai projet d'investissement qui implique non seulement l'entrepreneur et les équipes internes de l'entreprise, qui implique aussi les partenaires et comme avait précisé votre invité sur le plateau, les autorités publiques, c'est-à-dire que la législation ou la régulation est un élément crucial, important, qui peut aider les entreprises dans cette aventure de digitalisation d'être efficaces, performants, compétitifs sur la scène internationale. Donc, c'est un investissement. Quand on parle d'investissement, on parle, nous, les économistes, de rentabilité au retour d'investissement. Exactement. Le retour d'investissement est très important et colossal quand on parle de digitalisation. Ça permet à l'entreprise de réaliser d'énormes gains de productivité. Ça permet aussi à l'entreprise de rationaliser les coûts. Ça permet aussi de gagner en visibilité. On avait évoqué cet élément auparavant. Vous avez des petites entreprises start-up aux 4 coins du monde avec une visibilité globale, c'est-à-dire si vous avez une smart idea comme on dit aux États-Unis et vous lancez votre start-up, il est possible de proposer votre service ou votre produit sur le marché international à tous les consommateurs, quel que soit leur pays d'origine. Donc, les entreprises ont compris
que la croissance, ont compris que la digitalisation est un vrai facteur de croissance et de développement. On voit que la compétition entre les entreprises est très intense. Elles essayent d'avoir une identité numérique, une présence numérique très efficiente sur le marché pour être à l'écoute du consommateur, parce que ça aussi, c'est un moyen de collecter l'information, de comprendre les besoins du consommateur et ses préférences et d'être en mesure de proposer le produit ou le service adéquat. La compétition, oui. Rapidement, Madame Chentouf, allez-y. Je finirai par le second niveau de compétition. On voit aussi une compétition très féroce, si je peux dire, entre les États, concernant la digitalisation et la technologie. L'objectif des États est d'être leader dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la 5G et autres. Et donc, on voit qu'il y a un investissement massif dans le capital humain et dans les technologies numériques. Très bien, Madame Chentouf. Merci de tondre une perche à Monsieur Sini, justement en parlant de guerre sur l'information. Nazim Sini, je vais terminer avec vous. Y a-t-il une relation entre la transformation digitale des entreprises et le monde des big data, et est-ce que cela ne va pas au final favoriser l'émergence d'une certaine manière d'une économie contrôlée par les cadres du big data, justement? Alors, très rapidement, pour tout vous dire, vous savez, pour moi, l'or noir, le pétrole du XXIe siècle, c'est la data. Ce sont les données qui sont générées par les consommateurs, par les clients, pour lesquelles les entreprises aujourd'hui sont en train de consacrer une énergie et surtout un investissement monstrueux. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris que la maîtrise de la data leur permettait d'avoir un avantage concurrentiel certain. Ça permet aussi d'avoir des renseignements précieux sur les clients, sur aussi les tendances des consommateurs, et surtout aussi ça pose des questions éthiques. C'est pour ça que vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui l'émergence de ces entreprises qui maîtrisent cette big data pose la question de la gestion des données privées. D'ailleurs, vous savez qu'en Europe, il y a une législation depuis maintenant plusieurs années sur la RGPD. La fameuse RGPD, oui. Voilà. Et puis en Algérie, puisqu'on revient sur le territoire national, nous avons une loi qui a été promulguée très récemment justement sur la gestion des données. Et ça, c'est une véritable avancée pour les entreprises justement qui génèrent de la data. Mais pour revenir fondamentalement à votre question, vous avez raison. Aujourd'hui, la véritable guerre que l'on va se livrer, elle concerne surtout la maîtrise, la collecte et surtout le recueil de la data, et aussi la protection des consommateurs par rapport à des données qui sont extrêmement sensibles et parfois même extrêmement volatiles. Et le secteur de la grande distribution est très friand justement de ce type de pratique. Malheureusement, c'est déjà la fin des pros de l'écho. Ali Kahlan, merci d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir. C'était très court. Oui. Mais très intense, merci. Madame Chentouf, merci de nous avoir éclairé de vos réponses, madame. Nazim Sini également, merci d'avoir été avec nous. Chers téléspectateurs, c'est la fin des pros de l'écho. Néanmoins, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Restez fidèles à Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.